Bonjour et bienvenue dans ce cours sur comment détecter les molécules organiques avec une technique qui s'appelle la spectroscopie infrarouge. Alors, quel est le principe général de cette technique de spectroscopie infrarouge qui va nous permettre d'identifier certaines molécules organiques? Eh bien, pour les identifier, on va faire appel à une machine. Donc, voilà la photographie de cette machine qui s'appelle donc un spectromètre. Et grâce à cette machine, on va illuminer des molécules avec une lumière dont la longueur d'onde se situe dans le domaine des infrarouges, c'est-à-dire comprise entre à peu près 750 nanomètres et 0,1 mm. Ensuite, cette machine va mesurer l'absorption de cette lumière par les différentes molécules. Et quand les molécules vont absorber ces différentes longueurs d'onde, eh bien, ces molécules vont se mettre à vibrer de différentes façons, un petit peu comme si les liaisons étaient différents ressorts. Donc en fait, on peut modéliser une liaison covalente, qui, rappelons-le, est la mise en commun de deux électrons périphériques, par un petit ressort. Donc par exemple, ici on aurait un atome de carbone, et là un atome d'oxygène. Cette liaison covalente, cette mise en commun, peut être modélisée par un petit ressort qui va avoir une raideur bien propre, bien définie en fonction du type de liaison. Et lorsqu'on mesure le spectre d'absorption infrarouge de la substance étudiée, eh bien, on va avoir précisément des informations sur le type de liaison qu'on a. Est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle est double? Est-ce qu'elle est triple? Puisqu'en fait, la fréquence de vibration dépend de la raideur des ressorts et de ce fait de la masse des différents atomes qui sont accrochés à ces ressorts. Évidemment, en fonction du type d'atome qu'on a, eh bien, on va pouvoir repérer du coup les différents groupes fonctionnels, si on a plutôt un groupement carboxyle, un carbonyle, un hydroxyle, etc., etc. Donc les différents types de mouvements que peut faire une liaison, si on symbolise ici par exemple la molécule de CO2, donc le carbone est représenté en gris et les oxygènes en rouge, on peut avoir des liaisons ici qui peuvent s'étirer un petit peu, hein, comme si ce ressort. Au contraire, il peut y en avoir une qui se compresse, l'autre qui s'étire. Il peut y avoir des mouvements au niveau véritablement de déformation, hein, comme on le voit ici, ou bien carrément de la rotation. Et donc en fonction du type de réaction qu'on va avoir sur la vibration de ces différentes liaisons, on peut remonter comme ça en analysant le spectre par comparaison, en comparant avec des références, des spectres tabulés, on peut donc identifier quel est le groupe fonctionnel qui appartient à la molécule étudiée. Alors en pratique, on envoie donc une onde électromagnétique à travers un échantillon analysé, donc on place une cuve dans laquelle on place la molécule à analyser. Si cette onde a une fréquence qui correspond à un mode de vibration possible d'une liaison, alors elle est absorbée. On mesure après une grandeur qu'on appelle la transmittance. Donc la transmittance, c'est en fait ce qui passe, le pourcentage de la lumière incidente qui passe, donc qui n'est pas absorbée. Une transmittance de 100%, par exemple, ça signifie que l'onde n'est pas absorbée. 100% de la lumière traverse la molécule. Au contraire, une transmittance de 0% signifierait que la totalité de l'onde a été absorbée par la molécule étudiée. Donc de ce fait, les spectres possèdent des spectres d'absorption orientés vers le bas. Et on représentera donc le spectre de la façon suivante. Donc on représentera la transmittance en fonction du nombre d'ondes sigma. Cette lettre grecque, pardon, c'est la lettre sigma. Et c'est l'inverse, tout simplement, de la longueur d'onde. Donc son unité, c'est le mètre moins 1, puisque c'est 1 sur des mètres, hein, lambda étant la longueur d'onde, la distance parcourue par l'onde pendant une période. Et sigma, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc en pratique, dans les spectres infrarouges, on utilise le centimètre moins 1. Alors quels sont les types de spectres obtenus? Eh bien, on a un spectre de ce type. Donc en ordonnée, on a la transmittance, c'est-à-dire la lumière qui ressort de l'onde, qui n'a pas été absorbée par la molécule, en fonction donc du nombre d'ondes, ce nombre d'ondes sigma qui est gradué en centimètres moins 1. Donc attention par contre à l'orientation, on a ici par exemple à peu près 4000 cm moins 1, alors que là on commence à 500, donc il faut le lire dans ce sens-là. Ici on a le pourcentage donc de transmittance, 100% de transmittance,
50% de transmittance, 0% de transmittance. On constate sur ce type de spectre qu'on a deux zones bien distinctes, une zone verte, une zone rouge. La zone verte, c'est ce qu'on appelle la zone de bande caractéristique de certaines liaisons, qu'on va exploiter à l'aide, par comparaison, de tables de données, c'est-à-dire des données qui sont précises et communes pour repérer différentes familles. Donc on va voir que certains types de liaisons pour les acides carboxyliques font toujours euh, des bandes identiques à certains endroits. Donc ça va nous permettre, cette étude-là, la partie verte du spectre, va nous permettre de repérer, on va dire facilement, les familles, les groupes caractéristiques. Et ensuite, on a la partie rouge, qui est ce qu'on appelle la zone d'empreinte digitale de la molécule, qui là est difficilement exploitable, ou alors il faut vraiment comparer de façon très fine avec des spectres de référence. Donc ça, ce sera une partie qui va vraiment nous dire, eh bien, par exemple, on va vraiment faire la différence entre euh, le, 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 le pentane 2-on et par exemple le pentane 3-on, qui sont tous les deux des cétones, donc qui ont les mêmes groupes caractéristiques, mais qui sont toutefois un peu différentes. Pour vraiment faire la différence, le fait de retrouver la famille, eh bien on va le retrouver ici, dans la partie verte du spectre, alors que pour faire la différence, on va dire plus fine, entre la pentane 3-on et la pentane 2-on, eh bien, il faudra qu'on étudie de façon très fine cette zone d'empreinte digitale. Donc comparer avec des spectres de référence où on a déjà tabulé tout ça. Donc, dans cette leçon, on va donc s'intéresser de façon privilégiée à la zone verte, donc c'est-à-dire la zone qui est comprise entre 4000 cm-1 et à peu près 1500 cm-1. Pour nous, dans notre étude, identifier les groupes fonctionnels par comparaison avec des données de référence, donc qui sont référencés dans ce tableau. Alors le véritable tableau est beaucoup plus complet, hein. Là, j'ai mis un extrait, donc un extrait qui nous permet déjà de faire pas mal de choses, puisqu'on a seulement certaines familles, hein, qui sont au programme, donc alcanes, alcool, acide carboxylique, cétone et aldéhyde. Mais il existe évidemment d'autres types de liaisons. Donc par exemple, une liaison OH libre fait une bande forte et fine entre 3590 et 3650 cm-1. Donc c'est relativement précis. Une liaison double CO, donc carbone-oxygène, fait une bande forte et de largeur moyenne entre 1625 et 1820 cm-1. Donc on a ici tout un tas de types de liaisons covalentes qui sont tabulées avec ce tableau de référence qui n'est pas à connaître par cœur, mais qui est qu'on doit pouvoir exploiter. Donc faisons un exemple détaillé pour comprendre en observant bien évidemment ce tableau de référence pour pouvoir un petit peu l'interpréter. Donc là, on a le spectre infrarouge de l'acide butanoïque. On reconnaît la transmittance, donc en pourcentage, en fonction du nombre d'ondes. On constate nos différentes zones, donc typiquement ce qu'on a un petit peu euh, autour des 1500 et plus, donc jusqu'aux 4000, et puis ce qu'il y a avant. Cette partie donc qu'on détaille ici est la zone d'empreinte digitale qu'on n'étudiera absolument pas. On s'intéresse à l'acide butanoïque. Acide butanoïque, il y a donc 4 carbones, 1, 2, 3, 4, avec eh bien, la famille acide carboxylique, donc le groupement qui correspond ici, donc une double liaison O et une liaison simple oxygène et puis oxygène-hydrogène. Alors comment repérer tout ça? Et bien sur le spectre, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici par exemple qu'autour des 3000, on a une bande très très large. Alors une bande très très large autour des 3000, eh bien on regarde euh, autour des 3000 pour un acide carboxylique, on doit avoir une bande forte et large, ça se voit ici, forte et large, entre 2500 et 3300. Ça correspond donc à cette bande-là. C'est donc qu'on a bien une liaison OH des acides carboxyliques. C'est la liaison qui est bleue. Ensuite, si on regarde un petit peu plus précisément, on voit qu'on a ici, autour de 1720,
Autour de 1720, on a une liaison, une bande, pardon, qui est relativement forte et qui est compris donc, comme on peut le voir ici, entre 1660 et 1740. Nous, on la voit à 1720, on est bien dans cette fourchette. Ça correspond donc à la liaison carbone-oxygène double des acides carboxyliques. Donc, en fait, c'est pour ça que je l'ai entouré en rouge. Cette liaison-là, cette bande-là, qui est une bande forte, relativement fine, mais surtout forte, hein, puisqu'elle est assez élevée, elle correspond à la liaison double carbone-oxygène. Et enfin, autour de 1300, donc on est un petit peu quand même dans la zone d'empreinte digitale, mais bon, autour de 1300, ça correspond avec ce qu'on a ici pour les acides carboxyliques. On a une bande relativement forte qui correspond à la liaison CO, comme c'est indiqué ici, des acides carboxyliques, puisqu'elle est comprise entre 1200 et 1320. C'est la bande forte qui est représentée ici en vert. Donc ces trois indices, ces trois bandes, la bleue, la rouge et la verte, corroborent en fait le fait qu'on a cette famille-là. Et donc on est sûr que cette molécule est un acide carboxylique. Ensuite, pour véritablement trancher et dire pourquoi c'est l'acide butanoïque et non pas l'acide propanoïque ou méthanoïque, eh bien, il faudrait étudier en détail la zone d'empreinte digitale et la comparer avec le spectre de référence de l'acide butanoïque. Donc, qu'on a fait sachant qu'on savait exactement quelle était la molécule qui était testée et comprendre que ça coïncide parfaitement. Mais simplement, l'analyse ici nous permet de retrouver la famille et donc le type de molécule. Voici un exemple donc qui nous permet de vérifier qu'on a bien un acide carboxylique, mais en aucune manière, du moins tel que je l'ai exploité là, de dire que c'est clairement l'acide butanoïque. Hein, pour ça, il faut aller plus loin, il faut étudier aussi cette partie-là du spectre. Alors de ce fait, on peut appliquer une méthode pour identifier les groupes. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de partir un peu à l'aveugle, ce qu'on peut faire, c'est d'abord qu'on s'intéresse toujours à la bande, voir si on a une présence d'une bande étroite d'intensité entre 1700 et 1740 cm-1. Si la réponse est oui, c'est qu'on a une liaison carbone-oxygène double. Si la réponse est non, c'est qu'on ne l'a pas. Ensuite, on s'intéresse à voir si on a la présence ou pas d'une bande large, d'intensité moyenne à forte, qui est comprise entre 2500 et 3500 cm-1. Là encore, si la réponse est oui, c'est qu'on a une liaison OH et donc on a affaire à un acide carboxylique. Ou bien ça peut éventuellement être un alcool. Donc il faut encore un petit peu s'intéresser à la chose de façon plus fine. Si la réponse est non, donc on n'a pas de liaison OH. Donc ça peut être une cétone ou un aldéhyde. Si on a encore une liaison entre 1700, un pic entre 1700 et 1720, alors c'est une cétone. S'il est entre 1720 et 1740, c'est un aldéhyde. Et si c'est rien de tout ça, il faut étudier de façon plus fine et plus précise la molécule. Il faut continuer avec le tableau de référence. Ça peut être une autre famille qu'on n'a pas encore détaillée ici. Alors, toutefois, il y a quelques cas particuliers, notamment avec la liaison OH. Alors, si on étudie ces deux spectres, donc ici, on a le spectre de l'éthanol gazeux, donc à l'état de gaz, très important de le comprendre, ou bien en solution diluée, en comparaison avec l'éthanol liquide ou en phase condensée. La phase condensée, c'est la phase donc soit solide, soit liquide. Donc ça peut être sous l'état solide. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette zone-là du spectre est relativement similaire, bien qu'un petit peu différente, mais on voit par contre que là, on a vraiment de grosses différences dans cette liaison. Ici, on reconnaît la liaison OH libre, qui est ici, et ici, en revanche, le carbone tétrahydrique, la liaison CH, qu'on a très souvent, hein, la liaison CH, eh bien, on voit qu'elle n'est pas du tout pareille. Et là, on a une espèce de grosse bande en plus. Alors pourquoi? Eh bien, à l'état gazeux, la liaison OH donc, ne peut pas créer de liaison hydrogène entre les molécules d'éthanol. Alors si on s'intéresse un petit peu à écrire la formule donc de Lewis de la molécule d'éthanol,
Donc la voici, la molécule d'éthanol. À l'état gazeux, eh bien, si je représente par une croix, une molécule est très éloignée d'une autre molécule. Résultat, comme les liaisons sont très très éloignées les unes des autres, on ne peut pas avoir de liaison hydrogène ou de pont hydrogène qui existe entre ces molécules. De ce fait, la liaison OH n'est pas affaiblie, on dit qu'elle est libre. Donc si on écrit l'éthanol, donc voici la formule de Lewis, donc de l'éthanol. Si on imagine cette liaison-là relativement, donc cette molécule, pardon, loin de la même molécule, comme on est à l'état gazeux, eh bien, il n'y a quasiment pas possibilité de faire de liaison hydrogène entre les molécules. On dit que cette liaison-là, elle est relativement libre, puisque en fait, elle ne concerne que l'oxygène et l'hydrogène. En revanche, si on est à l'état liquide, eh bien là, qu'est-ce qui se passe à l'état liquide? Eh bien, cette molécule-là, si je la redessine, je fais exactement la même, mais je la dessine tout simplement dans l'autre sens. C'est exactement deux molécules d'alcool. De fait qu'on soit à l'état liquide ou à l'état solide, les molécules sont proches les unes des autres. On voit ici qu'on a un doublet non liant. Ici, on a un atome électronégatif qui est accroché donc à un hydrogène. On peut donc avoir ici une liaison hydrogène entre ce doublet non liant de l'atome d'oxygène et cet hydrogène-là. Cette liaison hydrogène, eh bien, elle va conduire à l'abaissement du nombre d'ondes et à un élargissement de la bande. Donc c'est pour ça qu'on a une bande qui est relativement large, parce qu'on a justement la présence de liaison hydrogène ici, alors qu'à l'état gazeux, on n'a pas cette liaison entre des molécules de même nature, ce qu'on appelle des liaisons intermoléculaires, et donc voilà pourquoi on a une différence de pic, un gros pic ici, parce qu'on a une liaison hydrogène qui s'est formée. Alors, une petite remarque aussi, pour les acides carboxyliques en solution relativement concentrée, donc imagine qu'il y a beaucoup de molécules d'acide carboxylique, le déplacement de la bande OH due aux liaisons hydrogène est tellement important qu'on observe carrément un chevauchement des bandes entre les liaisons OH et CH, et qui conduit à un aspect très caractéristique de ce spectre. Donc vous voyez que là on a une bande très très très, très grosse, parce que la bande OH et la bande CH sont carrément confondues. Donc si on était dans des solutions très 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 peu concentrées, on aurait deux bandes. Or là on en a une seule, une énorme, très grosse bande, parce que justement on a de nouveau ce type de liaison hydrogène entre les acides carboxyliques. Donc toujours s'intéresser aux liaisons hydrogènes pour interpréter également les spectres infrarouges. Voilà, bon courage pour cette étude.